Donc, si on continue, on a terminé avec dangling participles, where the first part of the sentence and the second part of the sentence, the subject should be the same. This is a participle, it's not a full verb. It is expected that the subject is the same. Okay, if it's not, then you've got to fix it. Then we have modifiers. Okay, so you've got a sentence, but you've got a modifier like the rats that didn't have the disease or did have the disease or were symptom-free or not or whatever. You've got modifiers, but where do you put them? Okay, so here's an example by Groucho Marx. Groucho Marx, who you probably know as the Marx Brothers, back in the day of 1940s or so, but you probably still hear of them. Anyways, they were comedians, and so he says, one morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas, I'll never know. Okay, but that's the perfect epitome for showing you the modifier in my pajamas. The way it's written grammatically refers to the elephant. Okay, but I don't think that's what the sentence meant. I don't think that's what he meant. He shot the elephant, but was the elephant in his PJs? No, he was in his PJs. Okay, so be careful where you place this modifier. For example, look at this one. The data sets from the current study are not expected to be available in accordance with ethical approval. The way it's written, what are we saying? When written exactly like this. What's modifying what? What are we actually saying and what were we trying to say? Les données ne seront pas disponibles, mais pourquoi? They're not expected to be available. Okay, but what's the story with the ethical approval? Yeah. Ok. Mais ce n'est pas ça qui a marqué. Vous avez raison, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que l'auteur voulait dire. À cause de l'approbation éthique, ils ne sont pas disponibles. Mais ce n'est pas ça qui a marqué. Mais pourquoi? Non, vous avez raison, mais pourquoi? What is the problem with the way it's written here? Say what? I know, but what is the grammatical problem? Why is this sentence not correct as written? What is the problem with this sentence? Anybody? Does it seem right? Okay, so the problem is the following. Oh, okay, go.
it's written in accordance with ethical approval modifies the word available. Okay? So when I first read this sentence, what it says to me is, hey, your data sets are no good because they're not written in accordance with ethical approval. It's a bad data set. That's what it sounds like, okay? But that is not the intention. The intention is that because it's not yet approved, or rather the ethics board decided that it shouldn't be available, whichever, okay? But there's nothing wrong with the data sets. The way it's written here, the data sets are not written according to ethical approval. So you've got to do something because in accordance with seems to modify available. So what you have to do is, like somebody suggested, take this clause and put it in front. In accordance with ethical approval, the data sets, blah, blah, blah. Now, it's the data sets that have ethical approval, not the availability of the data sets. Okay? So in accordance with ethical approval, they're written in accordance. They are. They're fine. The data sets are not expected to be available. Or the other thing you could do is put a comma here. If you put a comma here, not expected to be available, comma, in accordance with, then you're fine too. But not like it is here. Any questions on that? Alors, on passe. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Donc, faites attention où c'est que vous allez mettre les clauses qui servent à modifier. Okay? Think of the elephant and think of the PJs. Okay. Sujet suivant. Active verbs are stronger. Okay? Évitez comme en français. En français, il y a beaucoup de nominalisation, c'est-à-dire on parle souvent avec des substantifs plutôt qu'avec des verbes. En anglais, on préfère l'utilisation des verbes. Pourquoi? Parce qu'on dit que le verbe, il bouge. Il y a une action dans le verbe. Et à nouveau, vous voulez retenir votre public, vous voulez rendre votre texte intéressant. Donc, vaut mieux que ça bouge, vaut mieux que ça attire l'intérêt, que ça garde l'intérêt. Et deuxièmement, c'est aussi plus court. So, look at this one, okay? You have verbs and nouns that are similar because they come from the same root, but we prefer using the verb rather than the noun. So, the lion made a roar, the bird's chirps were heard, and there were bubbles in the water in the brook. Okay. Nice to know. Sans plus. That's fine. But look at this one. The lion roared, the birds chirped, and the brook bubbled a song. Which one is more interesting? The second. I notice it makes some of you smile. So there is a reaction. The lion roared, the birds chirped, and the brook bubbled a song. So first of all, it's a lot shorter. And secondly, there is action. There is some kind of progression that's going on, okay? Even though it means exactly the same thing. But to make a roar doesn't do anything. To roar, yeah. Here also you have the passive, the birds' chirps were heard, versus the birds chirped, which is active. And there were bubbles in the water. Again, the there were business, so you eliminate that, the brook bubbled. Okay? It's the same root. Bubbled, bubbles, roar, roared, chirp, chirped. Okay? But the second sentence reads so much nicer. At least I think it does. A lot of you thought it does too. Others are not convinced. Questions, comments? OK. Donc, c'est préférable d'écrire de cette façon-là que de celle-ci. Malgré qu'en français, pas nécessairement. En français, on préconise beaucoup les substantifs. Peut-être trop. Anyways, OK. So, if you want to use a verb rather than the noun, you carry out an examination of, you examine. C'est la même chose.
Or you effect an improvement of, you improve. C'est pareil. Give consideration to is to consider. Okay? It's the same root, but it's just so much shorter, quand vous allez écrire votre abstract, par exemple, ou si vous avez un papier qui doit être 2700 mots et que vous en avez 5000, ben ça fait une différence, chaque mot compte. So, carry out an examination of is 5 words, this is 1. This is more active, there's more action in it, so preferable. So, looking at this one, significant positive correlations were evident between X and Y. I mean, there's nothing wrong with it, but there's better ways of writing it. What could you change? Okay, so if you just look at it for a minute, significant is an adjective, positive is an adjective, correlations is a noun, were evident is your verb, and so on, this preposition. So there's really only one noun you could change, and that's correlations. What could you change it to? Were positively correlated, yes. Yeah. Any other ideas on that? Au quoi? OK. Ça, on va y toucher demain, brièvement. Tout ce qu'on sait qui est un fait accepté, it's sunny outside, or it was raining this morning, well, that's past tense, but I don't know. Quelque chose qui est accepté peut aller au présent, mais tout résultat de l'étude va au passé. Tout résultat de votre étude et tout résultat d'études précédentes que vous citez. Brown et al. Found that, bla bla. Ça va au passé. Donc tout ce qui est un fait que tout le monde sait, présent. Mais ça change avec les disciplines. Il y a certaines disciplines qui préfèrent le temps présent. Généralement. Mais à nouveau, ça change selon les disciplines. Par exemple, dans les en droit ou quelque chose de ce genre-là, c'est plus au temps présent. Mais dans tout ce qui est biomédical, on préfère le passé. OK? Anything else on this one? À nouveau, je parle beaucoup anglais parce que je veux vous amener à réfléchir carrément dans la langue ciblée plutôt que dans votre esprit, vous traduisez les phrases une par une. Okay? Anything else on this one? Yeah. Well, if it's positively correlated, significant. Otherwise, you would say tended to be or trended toward. But it's assumed to be significant if you're making that statement, or else don't make it. Et à nouveau, méfiez-vous avec statistically significant. Il y a eu des études qui ont démontré que c'est pas tellement exact to have an actual cutoff because a little bit before, a little bit after, and so on and so forth. It's always better to give actual values with confidence intervals and brackets, as opposed to saying this was significantly blah blah. So how would you change this one? Again, look where the nouns are, where the verbs are. Could you speak up louder so everybody can hear you in the back?
Okay, the first part's good. Modifications, can you change that to a similar word, the same root, but that would be a verb? Yeah, yeah, yeah. So, yeah. It's not wrong, but you started with there is, and we're trying to avoid the there is construct. If you remember back in the first slides, we said try to avoid there is, there was. And secondly, modifications is a noun, correct? And we're trying to change that to a verb. So yes, your sentence was okay, but it's not what we're looking for in this particular example. So in this particular example, database is a noun, improvement is a noun, various is an adjective. The verb is was or was subject to. This is a noun, that's a noun, and so on. So did everybody hear what the first suggestion was? Okay, so the first suggestion was, over the years, the database has been improved, modified, and extended. Or you could also say, putting it into the active, over the years, we improved, modified, and extended the database. Which would be similar to this one, but in the active. Now we're taking agency. Who did the improvement? Or it doesn't have to be we, it could be whoever. But you're adding agency here. Does everybody see that? So improved instead of improvement, modified instead of modification, and extended instead of extensions. You could add the structure and content, but it's really implied. We're not missing any information by removing it. Again, things to keep in mind when you're reducing the word count. Yeah. What about keeping the first example, like removing the subject to there is, and then so saying, for instance, the database will improve Yeah, well, it's the same as this one. Well, without the over the years, you mean? including that, but at the end. Oh, the database was improved, modified, and extended over the years? Yes, but now it becomes ambiguous. What's ambiguous? Is the database covering more years, or did it take us more years to improve it? Because the database, let's say, goes from the year 1970 to the year 2000. So if I extend the years, maybe it now goes to 2023. I don't know if it's not clear in this sentence if that's what's meant, or if it just took us X amount of time from the time we first set it up until now, we've extended it and so on. So I opted for, it took us a certain amount of time to do it, which is why I put over the years here. Again, it's a question of, placement of modifiers. If you put your over the years here, it becomes ambiguous. We're not exactly sure what it means. You would have to, if it meant it's now expanded, so you would have to say and extend it to 23 or whatever it is. Okay? Good question, good point. Anything else? So again, same thing, verbs rather than nouns. What would you do with this one? So overall, research assistants agreed that the dolphins worked too hard and looked dejected or were overworked. Yeah. Everybody see that?
So there was agreement, it becomes agreed. And now there's no more there was construct, and it's in the active voice. Okay? So again, similar to what we were doing before, also, again, back to the sentence where you had the huge three-line thing with the rats, and that was the subject. Well, the subject was way too long. Again, try to shorten your subject. What can you do with this one? So, can you say it louder so everybody can hear? Go. So say your beginning again, because research financially depends? Well, depends on government funding. Yeah, not financially depends. Oh. Yes. So the problem here is the financial dependency of research on government is your subject. What does it do? It requires, and what does it require? So here's your object, the publication, blah, blah. So dependency is a noun. You want to change that. Publication is a noun. You want to see if you can change that. Okay, and you want to try to make this shorter. So you could have research studies, which is similar to what you had. So research studies, which ones? The ones that depend on government funding. And here again, you have your modifier that's placed in the right spot. So research studies that depend on government funding must publish. Again, it's in the active. Publish rather than publication. Negative research results. Or negative results, whichever. Everybody see that? Questions, comments? Are we good? Okay, so which brings us to noun strings. So we saw before that you try to remove the nouns if there's a root that's also a verb, so you avoid nominalization. You prefer using the active form of the verb if possible. But however, nouns are perfectly okay. They're perfectly okay subjects-wise. You know, you need nouns. Nouns in English can sometimes act as an adjective. Not so in French, but in English, yes. So you can have a research article. Okay? You can have a dress rehearsal. So dress is a noun, rehearsal is a noun. But in this case, what kind of rehearsal? A dress rehearsal. What kind of article? A research article. What kind of application? A grant application. So the word grant, which is a noun, has the function of an adjective. It modifies the word application. What kind of abstract? A conference abstract. So why am I pulling this out? Because, contrairement au français, in English, the adjective ne s'accorde pas avec le nom. Okay? Alors, si vous aviez un pluriel, par exemple, it wouldn't be conferences abstracts. Parce que conference a lieu d'un adjectif. Donc, il ne change pas. So it becomes conference abstracts and not conferences abstracts. Okay? This is why I'm just pulling it out here. You don't have dresses rehearsals.
It's dress rehearsals. Okay, ça fait fonction d'un adjectif, donc il n'y a pas d'accord. Okay, so keep that in mind. However, having said that, be careful of noun strings. For example, research participant socioeconomic status questionnaires. Oof, that's a mouthful. Okay, so this is not really good writing because you have to read it a few times to find out what it is we're talking about. How should you write it? Because you've got 1, 2, 3, 4, 5 nouns in a row. Well, actually, no, socioeconomic is not a noun. But still, it's just way too many. How would you change that? Ok, peut-être oui, peut-être non, ça dépend du contexte. Mais mettons qu'on l'enlève, participant socioeconomic status questionnaires is still a mouthful. Right? So can you shorten it a little bit more? Or not necessarily shorten it, but change it in some fashion. Yeah, you have the right idea. I mean, you put a little too many in there. I would shorten it a little bit, but yes, you have the right idea. Socioeconomic status questionnaires, that works because it's 3. Think maximum 3, no more. And like I said, socioeconomic in any case is an adjective. Status is a noun, questionnaire is a noun, research and participants are all nouns. So if you have socioeconomic status questionnaires 4, so you've added the preposition here for research participants. Now the meaning is clear and it's not so cumbersome as this. Here you don't really know what you're talking about. Everybody good with that? Any questions on that? Because that kind of construct comes up pretty often, I've noticed, in students' papers, where you're adding an apostrophe S where it doesn't belong, where you think it should be like a possessive, but it's not. So putting in a preposition here doesn't hurt. Okay, so now we come back to the topic of the 3 C's. So the 3 C's is clear, concise, concrete, or clear, concise, correct. Okay? Concrete means you're going to give them the details. You don't want to write pages and pages and pages of stuff that's ambiguous, that's kind of doesn't really say anything. You want to get quick to the point. So quick is the concise, and to the point is concrete. Like, say it like it is. So if you have this sentence, what is wrong with this sentence? Mm-hmm. Et puis, il y en a encore. Oui, adequate health care. What's adequate? What's adequate for me may not be adequate for you, or vice versa. What exactly are we talking about? Do we know? Like when? What are the steps? No clue. Okay? So if you write something, don't write it this way. Write it preferably that way, even if this is going to take more space now, but at least you've got some information. So for example, beginning next year, medical schools will accept 2,000 new students, 20% increase. Colleges will receive additional funding to expand their nursing schools. These steps will alleviate the shortage of nurses and primary care physicians and thereby also reduce surgical backlogs. So now you have when, instead of eventually, beginning next year, the appropriate steps, what is it they're going to do, and what is adequate health care.
alleviate the shortage of nurses, primary care physicians, reduce surgical backlogs. Okay? So yes, it takes longer, but sometimes you have to. You have to say what you have to say. And if you say this, it doesn't mean anything to the reader. And the writer of this one may actually then again take it up again a little bit later and expand upon it. So you don't need to, faut pas écrire du flux, si possible. Okay? Then we have parallel phrasing. Okay? If you look at this example here, the shortage of nurses and primary care physicians. Here you have an and, which is a conjunction. Nurses and primary care physicians, it's approximately the same, all right? The construct, the grammatical construct I'm talking about. So alleviate and, over here, alleviate and reduce, again, two verbs, both in the same tense and so on, okay? So med schools will and colleges will, okay? So it's balanced. It's what we call balance. It's symmetrical. So coming here, this parallel phrasing, if you have different elements around the conjunction, or if you have as, either, or, neither, nor, and so on, you are expecting that these values are approximately the same. They're similar weighting. So for example, if you have inclusion and exclusion criteria, it's good. Why is it good? Because inclusion and exclusion are both adjectives relating to the word criteria. To err is human, to forgive divine. This is known as ellipsis, where you don't repeat the word is, but it's understood. So to err is human, to forgive divine. Okay? So again, it's parallel. X was high in group 1, low in group B, and intermediate in group C. Again, parallel structure. So when you're writing, try for parallel structure. If you have a conjunction, and I'm not saying you have to have conjunctions in everything you write, but chances are you will. So if you do, try to go for parallel phrasing. So for example, what's wrong with this one, the first one? Is it correct the way it's written? Why? Mm-hmm. What's different about them? Yes and no. I know what you're saying, but it's not exactly that. Here you have fewer participants, that's one item, and here you have something about a protocol, so that's two items. Okay? But we're talking about 3, and now we've got 2. So it doesn't work. Revised and shorter are modifying the word protocol. So we've only got 2 items here. But if we said under 2 conditions, again, that doesn't work because you're missing the and. Okay? So it's wrong the way it's written. It's fewer participants without the comma and revised and shorter protocol would work, or just change it completely anyway. What about the second one? What's wrong with the second one? Mm-hmm. Yeah, underwent a test and completed a questionnaire and test study. Yeah. In any case, they're not particularly good sentences because you don't want to have too many conjunctions either. So, but just to say that try for parallel phrasing, this is not parallel. What about that giving is as important as to receive? Is that parallel? Yeah.
as receiving, yeah. Because here you've got the participle, and here you've got the, okay. Anyway, this is to receive versus giving, okay? So it's not in the same way. It's giving as important as receiving, right? So just be careful if you have as, or either or, neither nor, and so on. Questions on that? And again, this is something that I encounter constantly in people's writings, where things are the sentence is not parallel. It has to be. Question? Commentaire? Punctuation, another thing to be careful of. Let's eat, Timmy. That's okay at the dinner table. Let's eat, Timmy. Well, that's okay on a raft in the ocean. Okay, so be careful for punctuation. This is a humoristic example, but you get the idea. So punctuation in English, les deux points. En français, vous avez des espaces avant la ponctuation des fois. Par exemple, devant les deux points, en français, on met un espace film. Il n'y a pas d'espace ici en anglais. Okay? Alors, si vous avez deux points, il n'y a pas d'espace avant les deux points. En général, il n'y a pas d'espace avant la ponctuation. So if you have quotation marks, there is no space entre le guillemet et le premier mot, il n'y a pas d'espace. La même chose avec le point d'exclamation, le point d'interrogation. Il n'y a pas d'espace entre le dernier mot et le point d'interrogation, mettons, ou le point d'exclamation. Donc, tout ça, c'est très différent du français. Alors, faites attention. He said, she said is not within the quotation. So, quotation mark, blah, 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 blah. Comma, end of quotation mark, he said, period. Okay, so just be careful for things like that. The comma is a question of style. If you have a list of whatever number of items, the last one may or may not have a comma in front of the end. So if you're writing an APA style, generally there is no comma. If you're writing an AMA style, generally there is a comma. It's a question of style, but in any case, if there's any potential for confusion, put the comma in. I personally like to put the comma in. So there were this, comma, and that. Okay? But it's a question of style. Superscript. Faites attention, c'est pas la même chose en français qu'en anglais, l'indice de citation. So when citing references, in English it's after the comma, it's after the period. But it's before the colon or the semicolon. So just be careful of that. Other differences, you can have US, British, or Canadian English. Okay? So there's differences in vocabulary, and there's differences in spelling. So what differences in particular? OR is American, OUR is British. The Canadian likes the British form, which is OUR. IZE versus ISC, for example, analyze. In the Canadian, we prefer the Z, okay? In the British, it's S, and in the American, it's Z. Oui, vous avez une question? En français. En français. Si vous avez un indice de citation, pas une parenthèse. Non, vous avez raison, la parenthèse, c'est avant la ponctuation. Toujours. Mais si vous avez un numéro 1 ou un numéro 2, numéro 3. Si vous écrivez dans le style APA, AAMA, ok? Okay. Dans le style APA, c'est toujours entre parenthèses, ok? Dans le style AMA, ok, style biomédical, vous pouvez avoir parenthèse carrée, parenthèse ronde, mais de toute façon, c'est un chiffre, et la plupart du temps, c'est juste un petit indice. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, whatever, en ordre. Et ce petit indice va après la ponctuation, tandis que les parenthèses vont en avant. Vous avez raison, merci. Ok, so, back to vocabulary.
So you have the American versus the British versus the Canadian. OK, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez faire votre spell check, OK, vous avez un truc qui s'appelle set proofing language. Je ne me souviens plus le terme en français. À ce moment-là, vous allez mettre dans quelle langue vous allez faire votre vérification d'orthographe et ça vous soulignera si oui ou non c'est correct. Donc, si vous allez écrire en American English ou en British English, ce n'est pas nécessairement la même chose, ou en Canadian English. Donc, this is American, this is British, this is Canadian. Méfiez-vous au theater, des trucs de ce genre-là, fiber, whatever. Américain, ER, British, RE, et Canadien, RE. Même chose pediatric, tous les anesthésiques, anemia, des trucs de ce genre-là. Le L est doublé en britannique et il est doublé en canadien. En britannique, vous avez le E, en canadien aussi, etc. Faites attention donc à deux niveaux. Premièrement, quelle est votre langue de vérification? Et deuxièmement, faites attention quand vous allez lire les instructions pour auteur de la revue ciblée. Des fois, ils vous disent « Use American or British English, but not both ». Okay? Si vous disent « Not both », vous ne pouvez pas utiliser le canadien. Okay? Parce que le canadien est un mélange des deux. Okay? La plupart du temps, moi, je me sers de Canadian English pour presque tout. Okay? Mais faites attention quand même dans les instructions pour auteur. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va? Donc, remember OR, OUR, the Z, the RE, the double L, and the AE. Capitals versus lowercase. Quand est-ce qu'on met la majuscule, quand est-ce qu'on ne la met pas? Quand c'est un nom propre, quand c'est un nom propre, on le met, trade name, on ne le met pas. Donc, par exemple, Taylor Swift, majuscule. Okay? Oxycodone, par contre, c'est un nom générique. Donc, pas de majuscule, sauf en début de phrase. Mais autrement, pas de majuscule. Le nom de la marque en particulier, à ce moment-là, il y aurait la majuscule. Okay? Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous allez écrire des articles avec des médicaments, en général, on cite le médicament générique. Et celui-là n'a pas de majuscule. Okay. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Parce que ça, à nouveau, c'est des erreurs que je retrouve assez souvent. Maintenant, la même chose avec le titre. Vous pouvez avoir, comme en français, un titre où juste le premier mot porte la majuscule, mais pas les autres. Mais en anglais, vous avez aussi la formule où chacun des mots aura une majuscule, sauf les prépositions et les conjonctions, okay? Ou les articles. Donc ici, le « a » porte la majuscule parce que c'est le premier mot, mais s'il était ailleurs dans le titre, il ne le porterait pas. Donc « for » n'a pas de majuscule, « and » n'a pas de majuscule, les autres mots non. Ou alors carrément comme ça. C'est une question de style. Mais si vous vous servez d'un style quelque part, utilisez le même style partout. OK, on continue. Les principes de plain language. On n'a pas fini. Plain language touche vraiment à tout. Donc, plain language touche aussi les paragraphes. Dans le temps, on mettait des paragraphes d'une longueur, ça pouvait y avoir une page entière ou whatever. C'est fini tout ça parce qu'à nouveau, les gens lisent rapidement, ils lisent en diagonale et on veut que ce soit facilement lisible par tout le monde. Donc, facilement lisible, les paragraphes sont courts. Il y a une seule idée par paragraphe. Si vous avez beaucoup d'idées, vous changez de paragraphe à chaque fois que vous changez l'argument. Okay? Donc, one main idea per paragraph with a topic sentence. Donc, on introduit tout de suite le sujet de cette idée, whatever it is, et on en parle à l'intérieur de ce paragraphe, mais dès qu'on change et qu'on parle d'autre chose, un nouveau paragraphe. Entre les paragraphes, par contre, il devrait y avoir quelque chose, un mot ou quoi que ce soit, first, second, third, whatever it is, quelque chose qui lie les paragraphes ensemble. C'est ce qu'on appelle un segue word. Gardez vos paragraphes courts.
Mais par contre, sachez quand même que c'est plus d'une phrase. Dans le temps, on disait que ce soit au moins 2 phrases. Maintenant, sur les sites web, vous avez des paragraphes d'une seule phrase. Donc, à nouveau, sachez which is your target audience. Pour qui est-ce que vous écrivez? Est-ce que c'est un site web? Est-ce que c'est une revue académique? Ben, si c'est académique, sachez qu'il y a au moins 2 phrases par paragraphe. Okay? There's short and then there's short. So, not too short. Donc, à l'intérieur de ce paragraphe, vous allez commencer par le main topic avec vos arguments, etc. Et logical flow entre les arguments. Et vous pouvez terminer votre paragraphe par une conclusion quelconque avant de continuer à l'autre. Ou c'est pas la peine, des fois, une idée amène facilement la suivante. Alors, voici un paragraphe que j'ai sorti d'une étude qui vient de paraître. L'étude, c'est High Performance Neuroprosthesis for Speech Decoding and Avatar Control. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont réussi, ça c'est intéressant, ça vient de sortir, ils ont réussi, with Artificial Intelligence, à faire parler quelqu'un qui, à cause d'une condition, n'avait plus l'usage de la parole, juste en transmettant ses pensées sur un écran, genre un écran de télévision ou un écran d'ordinateur. Vous voyez la personne qui parle. C'est un avatar de la personne et la personne parle avec un visage qui parle et avec des mots. Et elle parle comme il faut, malgré que la personne elle-même n'a pas l'usage de la parole. Donc, c'est quand même quelque chose. Alors, l'article décrivait le processus. So, we did this, and that. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est le suivant. Ça, c'est les indices dont je parlais tout à l'heure. Ce que je veux vous montrer, c'est le suivant. Regardez. During 14 days of data collection, shortly after device implantation, we achieved blah, blah, blah. Okay? We also showed blah, 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 blah. Finally, we introduced whatever it is. Okay? Et maintenant, votre phrase de conclusion. We believe that together these results have surpassed and so on and so forth. Okay? Donc, vous avez une continuité ici avec la phrase de conclusion, avec ce qu'on appelle les segue words, we also, finally, etc. Je ne dis pas que chaque paragraphe doit être construit de cette façon-là, mais c'est un exemple pour vous montrer comment que ça peut se faire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Mm-hmm. Oui, OK, mais s'il s'agit de la même idée, ces 10 articles ont tous démontré que, avec l'exception de blablabla, ça se résume assez facilement. Si chacun des 10 articles montre quelque chose de différent, à ce moment-là, vous pouvez, mettons, en prendre 2 ou 3 par paragraphe et continuer, au lieu de faire un paragraphe long comme ça. C'est quoi? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout dépend de l'espace que vous allez prendre sur la page. Okay? Votre paragraphe sur la page devrait être maximum un tiers de la page, pas plus. Okay? Si vous voyez que votre paragraphe, il prend la page entière, tâchez de le couper. Okay? Donc, mettons 3 phrases, 4 phrases, 5 phrases, mais pas beaucoup plus. Combien qu'il y en a ici, mettons? Il y en a 1, 2, 3, il y a 4 phrases. Okay. Je ne dis pas que c'est le paragraphe idéal, je ne dis pas que c'est le seul paragraphe possible, mais ce que je dis, c'est que essayez de résumer à l'intérieur d'un paragraphe une seule idée.
et ensuite vous passez au paragraphe suivant, avec quelque chose qui lie les deux paragraphes ensemble. Alors, ou vous faites comme ici, avec une phrase de conclusion, ou la première phrase du paragraphe suivant commence par « second, we, bla 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 », ou quelque chose de ce genre-là. « Second, they showed that », ou « another idea was », enfin quelque chose qui lie les deux. OK? Alors, par exemple, la structure d'un paragraphe, ça arrive à ce qu'on disait. Je vous laisse lire celui-ci et dites-moi s'il est facile à comprendre. Je sais que ce n'est pas votre domaine, mais ça ne fait rien, l'idée devrait être facile à comprendre par tous. Est-ce que c'est facile à comprendre? De quoi s'agit-il? Et quel est le problème? Ou quels sont les problèmes? Allez-y. Ouais. Oui. C'est deux idées très différentes. Autre chose? Plus? OK. Elles sont très longues, peut-être qu'on peut les couper. Est-ce que vous comprenez facilement ce qui a marqué? On n'arrive pas à suivre. On n'arrive pas à suivre parce que c'est tortueux. Ce n'est pas seulement le sujet qui est difficile parce que ce n'est pas votre matière, mais quand même, arriver à un certain niveau d'éducation, on devrait pouvoir suivre. Mais là, c'est vraiment tortueux, on ne sait pas de quoi il s'agit, il mélange les idées et ce n'est pas en ordre. Okay? Deuxièmement, vous avez Southeast Asia quelque part, Southern Asia ici, et ici c'est défini différemment de là-haut. Ouais. Si on le changeait, et si on mettait ça comme ça, both genetic and archaeological data support the entry of anatomical modern humans into Southern East Asia. Et là, on le définit, mainland Southeast Asia and Southern China, comme ici. Mais au lieu de laisser la définition pour la deuxième fois qu'on s'en sert, on le met directement la première fois. Around 65,000 to 50,000 years ago. Okay? On élimine l'abréviation qui peut-être dans ce domaine sert beaucoup, mais pour compréhension facile, 65 000 et 50 000 écrits de cette façon-là est bien mieux que 50 et 65 écrits comme ça. C'est bien plus facile à comprendre le chiffre quand on le voit de cette façon-ci. Ensuite, so both of them support the entry at that time. Okay? These settlers were therefore ancestral to the others who flourished around 4,000 years ago. Okay? S'ils sont venus il y a 5,000 ans, c'est bien avant, il y a 4,000 ans. Mais ici, ils vous donnent le 4,000 à la fin, quand ils ont déjà parlé de je ne sais combien de choses entre-temps. Prehistoric North and South migration led to the current clinal structure of genetic diversity. Maintenant, on comprend de quoi il s'agit. On commence il y a 50 000 ans et on continue jusqu'à il y a 4 000 et entre-temps, il y a eu de la diversité. Ah, c'est pas ce qui avait marqué ici. C'était ça l'intention, mais c'est pas ça qui avait marqué. Okay? Donc, pour répondre à votre question tout à l'heure,
Qu'est-ce qu'on fait quand on a nombreuses idées? On essaie d'établir un ordre logique entre les idées pour que le lecteur, même s'il n'est pas tellement familier, et n'oubliez pas que vous, quand vous allez écrire votre article, vous êtes très familier avec le sujet peut être très pointu. Ça fait 20 ans que vous travaillez sur je ne sais quoi, c'est un sujet très pointu. Les autres n'ont pas nécessairement cette familiarité, même dans le même domaine. Okay? Alors, essayez de leur faciliter la vie et de vous faire comprendre, parce que plus le lecteur vous comprendra, plus il y a des chances que vous soyez cité. Et vous voulez être cité. Vous voulez répandre vous voulez avancer la science avec ce que vous aurez trouvé. Donc, c'est important d'être lu. Donc, voilà juste un exemple de comment on peut réorganiser les paragraphes pour que ce soit plus facile à lire. Vous leur donnez un ordre bien plus logique. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Maintenant, même si ce n'est pas votre domaine, si vous le lisez, c'est compréhensible. Donc, comment est-ce qu'on organise un texte? À nouveau, tout ça, ça fait partie de plain language. Plain language touche à tout, touche à la structure de la grammaire, la structure des phrases, la longueur des phrases, les paragraphes, le design de la page, tout ça, ça fait partie de plain language. Okay? Donc, comment est-ce qu'on organise un texte? On peut commencer avec les points principaux. Ça je ne parle pas des paragraphes, je parle du texte en entier. On commence avec les points principaux. Ensuite, on s'en va dans les détails. Et ça s'applique aussi à la discussion, quand vous allez écrire votre discussion. On s'en va dans les détails par la suite. Il y a une certaine structure qu'on conserve à travers le papier. Et dans la présentation, dépendant du genre de papier, ce n'est pas nécessairement un papier académique, ça peut être n'importe quoi. Dans la présentation, il peut y avoir des titres, des sous-titres, etc. Si vous allez mettre des sous-titres, faites attention que les sous-titres soient parallèles l'un avec l'autre. Okay? Qu'ils aient à peu près la même structure entre les sous-titres. Si vous avez des sous-titres, sachez qu'il y en ait plus qu'un, parce qu'un seul sous-titre, il n'y a pas la nécessité. Okay? Les tables, les graphiques, etc., tout ça, ça fait partie de plain language. Et à nouveau, si vous avez un papier quelconque et que vous ajoutez des tableaux et des graphiques, ça attire l'attention du lecteur plutôt qu'un gros bloc de texte. Question là-dessus? Ça va? OK. Donc, design, visual clarity. À nouveau, ça fait partie de plain language. Qu'est-ce que c'est qui rend la lecture plus facile? En anglais, on dit d'aligner à gauche seulement si c'est un papier en format Word. Okay? Pourquoi? Parce que quand c'est aligné à gauche seulement, l'espace entre les mots est le même. Si c'est aligné des deux côtés, comme on fait souvent en français, l'espace entre les mots peut être différent et ça ralentit la lecture. Okay? Deuxièmement, pour la révision, ça devient plus difficile à savoir s'il y a certains mots avec 2 espaces entre ou un espace entre, c'est plus difficile à voir. Si c'est aligné tout à gauche, et vous remarquerez que si vous lisez les instructions pour auteur dans la revue ciblée, la plupart du temps, ils vous diront d'aligner à gauche. Okay? Donc, flush left, easy to read font size and easy to read type. Okay? Donc, si vous avez par exemple Arial 11 ou Arial 12 ou Times New Roman 12 ou Calibri 11, tout ça c'est considéré facile à lire. Mais par exemple, si vous allez écrire en Times New Roman 10 pour sauver de l'espace parce que vous avez un maximum de 10 pages et vous allez écrire en tout petit, ça ne marche pas. Okay? C'est la même, ça contrevient au principe de plain language qui dit que la lecture doit être facile. La lecture n'est pas facile si elle est écrite en minuscule. Okay? Donc faites attention, always to use a large enough size. White space, laissez beaucoup d'espace blanc sur votre présentation. Par exemple, quand vous écrivez une demande de fonds et vous avez un maximum de 10 pages ou de 12 pages, dépendant de l'organisme, essayez quand même qu'il y ait des espaces, des lignes blanches entre les titres, entre les paragraphes ou quoi que ce soit, pour que le lecteur puisse lire sans s'y perdre. Okay?
Donc c'est ce qu'on appelle white space. À nouveau, si vous avez beaucoup d'informations mais que le lecteur ne la lit pas, okay, s'il arrête de lire à un moment donné, well, that's not what you want. Donc un exemple de clean graphics, ce serait par exemple le consort flowchart que vous avez certainement déjà vu. Si vous avez deux groupes in a randomized control trial, par exemple, this is the flowchart. You notice all the white space around. Only one color. Faites attention quand vous allez faire vos graphiques. On dit généralement une couleur. Il faut que ce soit facilement reproduisible en noir et blanc. Okay, donc si vous avez un vert clair et un bleu clair, ou un rose pâle et un mauve, arrivé en noir et blanc, c'est difficile à distinguer. Okay? Aussi, faites attention entre vert clair, bleu clair. Il y a certaines personnes qui voient mal la différence entre vert et bleu. Alors, méfiez-vous. Généralement, on dit une seule couleur. Okay? So, lots of white space, one color, and just clean, just very clean. C'est facile à lire. Les faux amis. Est-ce que vous savez ce que c'est que les faux amis? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que les faux amis? Oui. Oui, exactement. C'est des mots qui existent dans les deux langues, quelles que soient les deux langues, qui existent dans les deux langues, mais dont la signification n'est pas nécessairement exactement la même. Ça peut se chevaucher, mais il y a des endroits où c'est sensiblement différent. Alors, par exemple, le verbe réaliser en français veut dire réaliser, par exemple, une étude. On a terminé l'étude, on l'a faite, etc. Mais en anglais, to realize, c'est pas ça du tout. En anglais, to realize, ça veut dire se rendre compte. On s'est rendu compte que. Alors, you can't realize a study. That doesn't work. Okay? En français, on peut réaliser une étude, mais pas en anglais. Don't realize a study. So you would carry out a study. Okay? Et dépendant du contexte, ça peut être achieve, ça peut être fulfill, etc. Mais ce n'est pas realize, sauf dans le sens de se rendre compte. Attention à élaborer. Je vois tellement de gens qui se servent d'élaborer. En français, élaborer, en anglais, ce n'est pas la même chose. Okay? Élaborer en français veut dire agrandir quelque chose, établir quelque chose, développer une idée, whatever. To elaborate in English means, okay, so I'm not sure what you meant. Can you please elaborate? It's not the same thing as élaborer un questionnaire ou quelque chose de ce genre-là. Ça ne marche pas en anglais. So, en anglais, ce serait develop. Même chose pour impliquer, vous voulez dire involved. Important. Important en français peut dire c'est important parce qu'il faut savoir que si c'est autre chose, ou ça peut être important voulant dire c'est grand, c'est gros, ça a beaucoup d'envergure. En anglais, important, c'est simplement dans le sens de la chose est importante à savoir, okay? Par rapport à autre chose. Ça n'a rien à faire avec l'envergure de la chose. L'envergure de la chose, c'est large ou major. Sensible and sensitive, à nouveau, sensible in English means avoir du bon sens. Tandis que sensible en français veut dire sensitive, pas la même chose. Donc, méfiez-vous de tout ça. Exposition and exposure, very different, etc. So, what would you say here? The website design was elaborated by a group of consultants, so what would you say instead? Anybody? Yeah? How would you write your sentence? Yes, you would use the word develop, but how would you write it? What's the best way of writing this sentence? The website design was developed by a group of consultants. Can you do better? Yeah, can you do even better than that? I'm putting you on the spot. Go for it. Put
put together the various things we did before. Design is a noun. Can you put it into a verb? Instead of develop a design, can you say something else? Okay, allez-y. Yeah. So, a group of consultants designed the website. Une seconde. Donc, vous avez le sujet ici, le verbe ici, au lieu du nom, vous avez le verbe. So, subject, verb, object. And that's it. Oui. A group of consultants? Maybe. I don't know. I didn't want to take any information out. Maybe. Maybe not. Depends on context. What about this one? Going once, going twice. Wait. Elaborated the protocol? Elaborated, c'est dans le sens français, c'est pas dans le sens anglais. On ne peut pas s'en servir, voulant dire ça. Oui. Yeah. Yeah. Principal investigators developed the protocol. Something along those lines. L'évolution clinique de la maladie is not evolution. Evolution en anglais, c'est ce qu'on faisait tout à l'heure avec le truc archéologique. L'évolution clinique. Yeah. Clinical what? No. Not at all. Neither. Neither. Yeah. Yes. Yes. Clinical course. Au fur et à mesure que la maladie évolue, à nouveau, on ne peut pas se servir de évolution dans ce sens-là, en anglais. Yes, absolutely. Est-ce que tout le monde voit ça? Donc, pourquoi que j'ai mis ces exemples-là? Parce que c'est des trucs qu'on revoit assez souvent. Okay. Alors, finalement, on arrive à la fin, c'est-à-dire, bon, ben, on a écrit notre truc, c'est fini. I'm ready to hand it in. I'm good to go. Are you? No, you're not. On dit de se relire ou de se faire relire au moins 5 fois. Okay? Relire voulant dire avec révision. Okay, au moins 5 fois. Sinon, it's not good to go. So what do you look for? You look for the 3 C's. Clear, concise, concrete. Clear, concise, correct. C'est la même chose. You look for the author instructions. Did I follow the author instructions? Oops, they asked for a structured abstract. Mine's not structured. Uh-oh. Read your author instructions. Oops, I used American English. They asked for British. Okay? The length, subtitles, and so on. Be sure that you're really following what they asked for. The style, is the style coherent throughout? Or do I start sometimes with this and then go on with that and then something else? Am I using the same word to mean the same thing everywhere? Or am I using different terminology and people are not sure, is it the same thing, is it not the same thing? I'm not sure. So make sure it's coherent. Syntax, everything we went over today. Grammar, everything we went over today. Spelling, use spell check. Please, please, please use spell check. Il n'y a rien de pire que donner un papier qui est souligné en rouge un petit peu partout par spell check de la personne qui va le relire parce que c'est plein de fautes de frappe.
parce qu'on n'a pas remarqué les fautes de frappe, parce que vous l'avez déjà relu je ne sais combien de fois, et votre esprit passe au travers. Et on ne remarque pas qu'il y a des fautes de frappe, on ne remarque pas qu'il manque le point ou quelque chose de ce genre-là. Okay? Always use spell check. Spell check is not always accurate, parce que s'il existe un mot qui existe pour de vrai, il ne va pas le souligner. Donc, 3 et tree, pour spell check, they don't care. Okay? Si vous voulez dire 3 et que vous oubliez le H, ça ne marche pas. Mais spell check ne va pas vous le souligner. Maintenant, quand vous allez utiliser spell check, assurez-vous d'utiliser le dictionnaire Custom Dictionary aussi, c'est-à-dire que tous les mots dans votre domaine, vous l'ajoutez à ce dictionnaire. Donc, il ne sera pas souligné à chaque fois. Okay? Parce que spell check a les mots dont on se sert tout le temps. Les mots spécialisés, il ne les a pas nécessairement. Et donc, à chaque fois, ça va être souligné en rouge. Mais vous ne voulez pas que ce soit souligné en rouge parce que ça vous mélange finalement. Ajoutez-le au dictionnaire. Okay? Et comme ça, quand vous voyez quelque chose qui est souligné en rouge, vous vous posez la question, est-ce que c'est vraiment une erreur ou est-ce que non? Si c'est une erreur, bon, ben, on la corrige. Si ce n'est pas une erreur, on l'ajoute au dictionnaire. Oui. 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 OK. À peu près.
Demain. Demain, on touche au manuscrit, on touche à l'abstract. Qu'il est quoi? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Non, non, il y a quelque chose qui s'appelle, je me souviens plus comment ça s'appelle en français, parce que mon ordi, je l'ai en anglais. Il y a marqué Set Proofing Language. Vous allez là-dedans et vous choisissez la langue. Et ensuite, il y a 2 casiers. Et il y a un casier qui est Do not check for grammar ou quelque chose de ce genre-là. Assurez-vous qu'il n'y a pas de tick mark dessus. En tout cas, pas le mien, je ne sais pas. C'est bien dit, très bien dit. Super, merci beaucoup. En tout cas, beaucoup des trucs, des points qui ont été soulevés, on va les retrouver demain, quand on va écrire le manuscrit, l'abstract. Mais oui, absolument, point super important. Merci. Donc voilà, donc proofreading and editing. Donc quand vous avez fini tout ça, vous regardez à nouveau la grammaire, spelling, la ponctuation. Regardez s'il n'y a pas des 2 espaces entre les mots ou quelque chose de ce genre-là. S'il ne manque pas de la ponctuation quelque part, vous corrigez, vous réécrivez, etc., etc. Mais dans vos différentes relectures et révisions, montrez-le à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà tellement familier avec le sujet que vous ne vous rendez pas nécessairement compte qu'il manque quelque chose, qu'il y a une lacune dans la compréhension, qu'il y a un mot qui manque dans la phrase. Vous l'avez déjà relu tellement de fois que votre cerveau remplit la lacune et vous ne le voyez pas. Montrez-le à quelqu'un d'autre. Une fois que vous l'avez montré à quelqu'un d'autre dans l'équipe, montrez-le à quelqu'un d'autre qui n'est pas dans votre domaine. Si la personne arrive à comprendre, comme on a fait avec le truc sur l'archéologie, si la personne arrive à comprendre, malgré que ce n'est pas son domaine, boom, you're good to go. Okay? Donc, ça c'est un truc itératif, correct, rewrite, repeat, etc. En finale, si vous voulez vraiment voir différemment, vous l'imprimez ou vous en faites un PDF ou quelque chose de ce genre-là pour que les 2 versions ne se ressemblent pas.
Et à ce moment-là, votre esprit, il est challenged par quelque chose qui est différent et vous allez remarquer des choses que vous n'avez pas remarquées la première fois. Donc voilà pour proofreading and editing. Spell check. There's nothing wrong with my spelling. Really? Donc à nouveau, juste pour résumer, les différents principes de plain language auxquels on a touché aujourd'hui. Target your audience. Know who you're talking to. It will be different depending on the audience. Active versus passive. Try for the active voice. You can put some passive in there. It's not all. Sometimes you don't have all the information, or you just want a little bit of variety. That's fine, but try for the active. Limited jargon, standard abbreviations. If you're going to use any abbreviations, make sure they're standard. Please do not invent your abbreviations. It just mixes everybody up. Don't. Simple vocabulary, shorter sentences, maximum 20 words. No dangling participles, well-placed modifiers. Use verbs rather than nouns. Avoid nominalization. Avoid noun strings when you have too many in a row. Specifics versus generalities. Short, coherent paragraphs. Clear design. Proofreading and editing. Donc, si on revient à la première phrase, et qu'on avait dit ça, et il y a quelqu'un qui a correctement dit, mais l'ordre est différent. On s'attend, if men drink more than women, why are we citing those drinking below binge levels? And she was absolutely correct. What it should say is 65% of men versus 55% of women drinking above. Okay? Et maintenant, c'est clair. Maintenant, on voit qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Et là, quand on parle de drinking more, yes, you're drinking above binge levels, not below. Does it make sense? OK? Alors voilà pour aujourd'hui. Pour le post-test, vous allez reprendre le travail que j'espère que vous avez écrit avant la classe. Sinon, reprenez n'importe quel travail que vous avez écrit. Take a look at the pre-test or whatever and rewrite it using plain language. Et il est 12h15, et donc j'arrête. Et demain, on va parler du manuscrit et de l'abstract. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous ai juste fait un petit bémol tout à l'heure en vous disant que pas toujours on écrivait des paragraphes courts et pas toujours on écrivait des phrases courtes. Alors si vous prenez par exemple quelqu'un de bien connu, Charles Darwin, qui a écrit The Origin of Species, il a écrit, entre autres, there is grandeur in this view of life with its several powers having been originally breathed into a few forms or into one, and that while this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful, have been and are being evolved. Et tout ça, c'est une seule phrase. Elle se lit relativement bien, mais ce n'est pas comme ça qu'on écrit aujourd'hui. Alors sur ce, je vous laisse. Et puis à demain. Sauf si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, allez-y. Je suis là. Et le PowerPoint, vous l'aurez d'ici peu. Alors merci beaucoup de votre attention. Et puis à demain.